Le Sénégal a réfuté des accusations d'Amnesty International dont un rapport a récemment critiqué la situation des droits de l'homme à l'approche de la présidentielle de 2019. Dakar qualifie ces accusations de graves et erronées. En Mauritanie, la campagne pour les élections législatives et locales du 1er septembre a officiellement débuté ce vendredi avec la participation de l'opposition radicale qui avait boycotté ces scrutins il y a 5 ans. Et puis en République démocratique du Congo, un nouveau bilan rendu public ce vendredi par les autorités sanitaires congolaises parle d'un total de 78 cas de la fièvre hémorragique Ebola déjà enregistrés. On compte également 44 morts. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Sénégal, le gouvernement a réfuté des accusations d'Amnesty International dont un rapport a récemment critiqué la situation des droits de l'homme à l'approche de l'élection présidentielle de 2019. Dakar, qui qualifie ces accusations de graves et erronées, estime que ce rapport d'Amnesty International manque d'objectivité et met plus l'accent sur des questions politiques que sur des sujets de droits de l'homme. Les détails. Le gouvernement sénégalais a qualifié de graves et erronées les accusations d'Amnesty International dont un rapport a récemment critiqué la situation des droits de l'homme au Sénégal à l'approche de l'élection présidentielle de 2019. Dans un communiqué, le ministère sénégalais de la Justice a estimé que le rapport d'Amnesty International pose un problème d'objectivité et met plus d'accent sur des questions politiques que sur des sujets purement axés sur la situation des droits de l'homme. Dakar a également réfuté l'accusation de procès inéquitable pour juger des opposants, dont le maire de Dakar, Khalifa Sall, et Karim Wade, candidat à la présidentielle de février 2019. Le ministère a notamment justifié le rejet des nombreuses demandes de liberté provisoire pour Khalifa Sall par le fait que ce dernier n'a pas offert en cautionnement l'intégralité des frais prévus par la loi et n'a pas non plus fourni des espèces comme l'exige la loi. Dans son rapport publié mercredi, Amnesty International cite également le cas des djihadistes présumés condamnés à l'issue d'un procès après des procédures prolongées. Sur ce dossier, le gouvernement sénégalais a répliqué que la durée moyenne des procédures criminelles est de 3 ans au moins dans tous les pays respectueux des droits de l'homme. Il estime que le Sénégal, en bouclant la procédure dans un délai de 2 ans, a respecté les délais impartis. En Mauritanie, la campagne pour les élections législatives et locales du 1er septembre a officiellement débuté ce vendredi avec la participation de l'opposition radicale, une opposition qui avait boycotté ces scrutins il y a 5 ans. Un nombre record de 98 partis politiques sur les 105 officiellement recensés en Mauritanie participent à ces élections. La campagne pour les élections législatives, municipales et régionales qui va durer jusqu'au 30 août en Mauritanie a été lancée ce vendredi à Nouakchott. Le président Mohamed Ould Abdelaziz, chef de l'Union pour la République UPR, a appelé depuis la capitale à un vote massif pour sa formation afin de continuer sur la voie des réalisations grandioses et de la lutte contre la gabégie. L'UPR se présente à ces élections avec des partis alliés, membres de la majorité. Lors d'un rassemblement à Nouakchott, l'opposant historique Ahmed Ould Dada, chef du Rassemblement pour la démocratie, RFD, a pour sa part demandé aux Mauritaniens d'effectuer le sursaut nécessaire pour balayer un régime de la dictature et de la faillite généralisée. Le RFD fait partie de la coalition de l'opposition radicale dont les membres se présentent sur des listes communes et qui se sont engagés à se soutenir au second tour prévu le 15 septembre. L'opposition radicale avait dans sa quasi-totalité boycotté les derniers scrutins législatifs et locaux organisés en 2013, remportés par le pouvoir qui domine largement l'Assemblée nationale et les institutions locales. Un nombre record de 98 partis politiques sur 105 officiellement recensés en Mauritanie participent à ces élections auxquelles sont convoqués plus de 1,4 million de Mauritaniens inscrits.
En bref, à Madagascar, le président Heri Rajaonary Mampianina a annoncé ce vendredi qu'il allait briguer un deuxième mandat lors de la présidentielle prévue pour le 7 novembre prochain. Il a fait cette annonce devant la presse réunie pour l'événement dans un hôtel d'Antananarivo. Il devra notamment affronter deux opposants et anciens présidents, Andry Rajoelina et Mak Ravalomanana, qui ont déjà annoncé leur candidature. Pour le moment, 13 dossiers de candidature ont été déposés à la Haute Cour constitutionnelle. Andry Rajoelina, mais aussi deux anciens premiers ministres, Jean-Omer Beriziki et Jean Ravelo Narivo, sont officiellement candidats, alors que Mak Ravalomanana devra déposer son dossier dans les prochains jours. Au Mali, les résultats provisoires du second tour de l'élection présidentielle proclamée hier jeudi et qui donne le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta gagnant avec 67,17% des suffrages ont été rejetés par l'opposition. Si dans le camp du président réélu, l'heure est à la célébration, du côté des militants de Soumaïla Cissé, il a été organisé une grande caravane de contestation des résultats à Bamako. Les images. À 24 heures du délai légal que lui confère la loi électorale, le ministère de l'administration territoriale a proclamé ce jeudi les résultats provisoires du deuxième tour de l'élection présidentielle au Mali qui opposait le candidat Ibrahim Boubacar Keïta à son rival Soumaïla Cissé comme en 2013. Des résultats provisoires confortant le camp de la majorité présidentielle avec 67,17% contre 32,82% pour le candidat Soumaïla Cissé. Vraiment, je suis très contente aujourd'hui. Là où je suis là, je ne sais même pas ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire. Que le bon Dieu guide les pas. Nous félicitons tout le travail que l'administration territoriale vient de faire avec la CENI et nous remercions tout le peuple malien pour sa sagesse et nous sommes très ravis de la victoire. Le candidat Soumaïla Cissé a rejeté à l'avance les résultats. Dès le lundi 13 août, il a appelé les Maliens à se lever. Et pour marquer leur rejet des résultats proclamés ce jeudi, ces nombreux militants dans des caravanes ont circulé dans la ville de Bamako en criant leur mécontentement et leur refus de cautionner les résultats proclamés par le ministre de l'administration territoriale. Mais comme ils ont fait un attentat sur la démocratie, ils ont fait un attentat sur la volonté du peuple, nous nous réserverons de tous les droits pour répondre massivement à ces terroristes, parce que c'est des terroristes qui sont en train d'attaquer la volonté du peuple malien. On ne peut pas laisser ces gens tuer notre démocratie. Donc nous n'allons pas nous faire, on va nous indigner. Nous n'avons pas d'armes. Nous n'avons pas une planche armée, nous avons nos voix. C'est le peuple aujourd'hui qui se sent lésé dans son droit et qui est déterminé à mettre le président Soumaïla Cissé dans ses droits à l'investir le 4 septembre prochain. À l'issue de la proclamation de ces résultats, Bamako est sous haute surveillance. Les autorités ont déployé un impressionnant dispositif sécuritaire. La capitale malienne est quadrillée par la police et l'armée, épaulée par les casques bleus de la MINUSMA. En République démocratique du Congo, le ministre de la Justice, Alexis Thiomboué Mwamba, a affirmé que l'opposant Moïse Katumbi est un fugitif sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Selon lui, l'opposant n'a en réalité jamais voulu rentrer dans le pays où la police était prête à l'arrêter. Il faisait allusion à la récente tentative de Katumbi d'entrer en RDC pour déposer sa candidature pour la présidentielle. Moïse Katumbi assure avoir été empêché de rentrer en RD Congo par la Zambie les 3 et 4 août pour présenter sa candidature à la présidentielle. Face à ces déclarations, le ministre de la Justice congolais apporte un démenti formel. Au cours d'une conférence de presse de la coalition du pouvoir Front commun du Congo, Alexis Mwamba a déclaré que le parquet général a émis un mandat d'arrêt international contre Moïse Katumbi qui, selon lui, n'a jamais dépassé la barrière zambienne pour entrer dans la zone neutre et arriver à la frontière du Congo, assurant qu'il s'agit d'une farce. Autre affirmation de Moïse Katumbi démentie par le ministre congolais, celle selon laquelle l'opposant avait affirmé avoir été empêché d'arriver en avion à Lubumbashi en provenance d'Afrique du Sud. Tous les leaders de l'opposition ont exigé lundi soir le retour de Moïse Katumbi pour qu'il participe à l'élection présidentielle. Ses partisans ont saisi
le Conseil d'État pour demander son retour et le dépôt de sa candidature, même après la date limite du 8 août. Restons en République démocratique du Congo où un nouveau bilan rendu public ce vendredi par les autorités sanitaires congolaises et l'Organisation mondiale de la santé parle d'un total de 78 cas de la fièvre hémorragique Ebola déjà enregistrés dans l'est du pays. Dans cette région où l'épidémie a été déclarée le 1er août dernier, on compte également 44 morts. Reportage. Au total, 78 cas de fièvre hémorragique Ebola ont été signalés dans la région de l'Est de la République démocratique du Congo, dont 51 confirmés et 27 probables. Pendant ce temps, 24 cas suspects sont en cours d'investigation, d'après les autorités sanitaires congolaises et l'Organisation mondiale de la santé. La nouvelle épidémie d'Ebola, déclarée le 1er août dernier, a déjà fait 44 morts, dont 41 dans la province du Nord Kivu et 3 dans la province voisine de l'Ituri, selon le ministère de la Santé. Les autorités congolaises font état de 2 décès, 2 cas confirmés à Beni et 5 nouveaux cas confirmés à Mabalako, dont un personnel de santé du centre de santé de référence de Mangina, épicentre de l'épidémie. Tous ces nouveaux cas confirmés sont des contacts de cas probables, connus et suivis. L'épidémie retient l'attention des plus hautes autorités sanitaires mondiales avec la visite en République démocratique du Congo du directeur du Centre américain de contrôle et de prévention des maladies. Il a été reçu par le ministre congolais de la Santé. Les échanges ont porté sur les programmes de formation du centre pour les épidémiologistes de terrain. En Guinée-Bissau, 10 militaires soupçonnés d'avoir voulu assassiner le chef des armées du pays en décembre 2017 sont toujours détenus dans une prison du pays. Pour leur avocat, ils ont été arrêtés sans preuve et sont détenus dans de mauvaises conditions. Des précisions à travers cet élément. 10 soldats soupçonnés de tentative d'assassinat contre le chef des armées en Guinée-Bissau en 2017 sont détenus depuis lors. À en croire leurs avocats, ils sont la cible d'une arrestation arbitraire et incarcérés dans des conditions déplorables. Toujours selon leur représentant légal, depuis leur arrestation, ils n'ont jamais été présentés à un juge d'instruction, encore moins formellement accusés. À en croire leurs accusateurs, les soldats attendaient le retour à Bissau du général Ntam, qui se trouvait hors du pays pour des raisons médicales pour exécuter leur plan. La Guinée-Bissau, ex-colonie portugaise, a connu de nombreuses années d'instabilité politique et militaire dans laquelle l'armée a souvent été impliquée. Le pays a traversé des turbulences politiques depuis la destitution en août 2015 par le président José Mario Vaz de son premier ministre Domingos Pereira, chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, auquel Vaz appartient également. Un nouvel accord de sortie de crise a été conclu au sommet extraordinaire de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le 14 avril à Lomé. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.